C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec les sages-femmes et hommes. Y en a-t-il dans la salle? Pas aujourd'hui. J'ai aussi adoré les présentations précédentes, toutes très complémentaires avec ce fil conducteur qui est l'humanité dont on doit faire preuve dans nos métiers. Et c'est vraiment ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette bienveillance éducative autour des tout-petits dès la période in utero. Je voudrais remercier mon équipe et Didier, qui est cofondateur de l'association et qui est avec nous aujourd'hui. Un tout petit mot de l'association, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, et qui vient partager des ressources à jour, pluridisciplinaires, dans l'objectif vraiment de grandir dans nos pratiques éducatives, qu'on soit professionnel du soin, mais aussi de l'éducation. La bienveillance éducative, on l'a compris ce matin, hein, c'est une notion qui est complexe parce qu'elle fait écho à ce que nous sommes nous-mêmes, à ce que nous avons reçu dans notre enfance et la façon dont on a été accompagné dans notre parcours de vie. Donc, on va transmettre aux parents, on va transmettre aux professionnels des notions qu'on a acquises, qu'on a vécues. Et c'est certainement un métier extrêmement difficile, sans doute le métier le plus difficile que d'accompagner les parents, mais aussi d'être parent soi-même, une mission qui n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez peut-être eu connaissance de cette série vidéo qui s'appelle 10 mois sur la chaîne YouTube, hein, sur laquelle vous retrouverez une 50aine d'épisodes qui ont été coproduits avec nos partenaires du ministère de la Famille au Québec, qui vient expliciter les concepts du développement de l'enfant de la période in utero jusqu'à environ 6 ans à l'entrée à l'école. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis l'exposition qui est ici aujourd'hui et qui présente quelques panneaux des thématiques d'accompagnement du développement de l'enfant de la période in utero jusqu'à l'entrée à l'école, dans cette continuité éducative qui est vraiment nécessaire et qui nous réunit aujourd'hui. Alors in utero, en effet, c'est le commencement de tout. Tisser des liens, on l'a entendu de Sophie Marinopoulos tout à l'heure, tisser des liens dès la période in utero, sentir la vie venir, c'est fondamental. Et vous êtes vraiment les premiers acteurs qui allaient être des modèles auprès des parents, ces modèles d'humanité, de bienveillance, d'empathie dans votre posture professionnelle. Et vous allez, bien sûr, je pense que chacun d'entre vous qui a donné naissance a le souvenir de ces premiers instants avec vous et ce que vous nous avez transmis à l'occasion de naissance. Donc cette continuité éducative qui est fondamentale parce que ce qu'on va mettre en place dans les tout premiers temps va pouvoir, j'espère, par d'autres professionnels être suivi dans les structures d'accueil de la petite enfance et aussi à l'école maternelle. C'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de travail pour se parler un même langage autour des besoins et du développement de l'enfant. Mais il y a des progrès déjà acquis et à venir. L'attachement, le commencement de tout, bien entendu, c'est fondamental. Cette qualité du lien qui va se nouer. On va voir des petites vidéos tout à l'heure. Je vais essayer d'être rapide dans mon intervention parce qu'il faut rattraper un petit retard. Donc il y a des vidéos que je vous inviterai à regarder sur le site internet, enfin sur la chaîne YouTube Édu Ensemble. Comme ça, vous pourrez les explorer après. Alors voilà une photo assez inédite qui veut dire plusieurs choses. Être parent, être professionnel, ça se tricote tous les jours, ça se construit un peu comme des mailles à l'endroit et à l'envers, par essai et erreur. On ne fait pas tout très bien tout de suite et c'est normal. Et c'est en même temps un cheminement qui est jalonné de pratiques, d'expériences, mais aussi beaucoup d'humanité. Voilà, j'aimerais bien qu'on retienne cette image parce que c'est pas facile d'être parent et professionnel de la petite enfance. Et on a besoin de se nourrir en continu de bonnes pratiques à l'étranger et en France, comme on l'a fait ce matin,
pour avancer et ajuster petit à petit nos pratiques, en tout cas se poser les bonnes questions au bon moment. Je voudrais faire un petit point sur ce qu'on appelle l'épigénétique, parce que c'est vraiment les fondamentaux de nos métiers d'accompagnement des parents et des professionnels de l'enfance et du soin. Il y a la génétique que vous connaissez. L'épigénétique, c'est vraiment toute la qualité de ce qu'on offre aux parents et aux enfants et aux professionnels dans notre posture. C'est l'expérience, c'est l'environnement physique, c'est les soins, la nutrition, la qualité de l'attachement avec les autres. C'est tout notre métier au quotidien qui vient s'engrammer dans le cerveau et qui vient agir sur l'expression de nos gènes. Voilà, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tout ce que l'enfant va vivre quotidiennement, et le parent et le professionnel, va venir s'inscrire petit à petit dans notre développement, dans le développement de l'enfant et du parent, mais aussi dans l'expression de nos gènes. C'est toute la qualité de notre travail au quotidien qui va faire que demain, l'évolution de la société va se réaliser. Alors, qu'est-ce que la bienveillance éducative ? On a entendu parler de bientraitance, de bienveillance. On a peut-être vécu chacun des éducations très traditionnelles ou des éducations plutôt du laisser-faire. Heureusement, Françoise Dolto nous a apporté des fondamentaux dans cette éducation. Aujourd'hui, les neurosciences viennent nous apporter un éclairage qui vient parfois confirmer des notions acquises et vient nous guider dans nos pratiques. La bienveillance, on va aborder ce sujet en profondeur avec quelques illustrations de vidéos et puis le rôle des hormones dans notre cerveau. Voilà, les neurosciences confirment nos intuitions, les choses qu'on savait déjà, et qui viennent converger, les neurosciences viennent faire converger des éléments qui donnent sens à nos postures. Alors d'abord, un premier pilier, je pense qu'il ne vous avait pas échappé, la malléabilité du cerveau de l'enfant. C'est vrai in utero, c'est évidemment vrai à la naissance et sur tout le parcours de l'enfant jusqu'à notre mort. L'enfant est une éponge, le bébé est une éponge. Le bébé est en miroir. Je pense que Sophie Marinopoulos l'a dit tout à l'heure, le bébé est en miroir avec l'autre. Il n'est pas si l'autre n'est pas là. Le bébé est là parce que l'autre l'accompagne. Et cette éponge, eh bien, elle va venir absorber toute la relation que le bébé a avec l'adulte qui l'accompagne. Voilà, vous avez une 50aine de vidéos. Vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube Édu Ensemble, qui décrypte toutes les notions rattachées à la bienveillance éducative, l'attachement et toutes ces petites séquences qui viennent composer le développement de l'enfant. Donc on va passer à la deuxième pilier important, qui est celle de l'immaturité du cerveau de l'enfant. Bien entendu, les neurosciences aujourd'hui nous apportent des données très très importantes, en particulier celle de nous livrer que jusqu'à 5-6 ans, le cerveau émotionnel de l'enfant est totalement immature. Et c'est évidemment vrai à la naissance, mais ça se confirme dans les années jusqu'à 5-6 ans. Dans la petite enfance, un enfant est l'émotion lui-même. Il est l'émotion qu'il vit. Il vit sa vie sans filtre, encore plus. Un bébé qui n'a pas les codes que nous avons pour comprendre les situations que nous vivons. Un bébé, un enfant, est une émotion à lui seul. Lorsqu'il vit une situation du quotidien, il a peur, il est en colère, il aime, il éprouve une grande joie. Il vit cette émotion exactement comme sans filtre. Voilà. Et j'aurais aimé vous le présenter dans une petite vidéo, mais j'ai vu... Dans ta tête, il y a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est là pour notre survie. Il nous fait réagir de façon instinctive quand on se sent en danger ou quand nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. Il va provoquer 3 types de comportements. Fuir, attaquer, c'est ce que fait Mila, ou rester sidéré. Le cerveau émotionnel, qui nous permet d'éprouver toutes les émotions, joie, tristesse, peur, surprise, dégoût, ou comme Mila, de la colère, et le cerveau supérieur, qui contrôle le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien.
C'est lui qui nous permet d'être raisonnables, de réévaluer une situation, prendre du recul. Or, avant 5 ans, l'enfant est en proie à des tempêtes émotionnelles insurmontables. Les connexions entre son cerveau supérieur et les 2 autres cerveaux ne sont pas encore matures. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas contrôler seul ses émotions. Valérie, est-ce qu'on peut revenir sur la précédente vidéo? Là, on a vu ce que madame, vous nous transmettiez. Ah, voilà. En ce début de journée, la mère d'Alexis l'approche doucement. Elle lui sourit et le caresse délicatement. Quels sont les effets de ces gestes du quotidien qui peuvent sembler anodins? Ils contribuent à la création d'un lien de confiance et de sécurité entre Alexis et sa mère. Ce lien influencera la façon dont Alexis découvrira le monde et tissera ses relations futures. Nous pouvons illustrer le lien de confiance entre le parent et l'enfant par l'image d'un fil. Plus il est tissé serré, plus il peut s'allonger sans danger de rupture, permettant à l'enfant de prendre de la distance et d'explorer le monde en toute confiance. Les liens entre Alexis et ses proches évolueront tout au long de son enfance et de son adolescence. Grâce à ceci, il aura envie de créer des liens avec les autres enfants et adultes de son entourage. Lorsque les parents posent de petits gestes empreints de réconfort et d'affection, ils cultivent la relation avec leur enfant. En répondant par des sourires et des sons, l'enfant encourage ces échanges. Il est important que l'enfant se sente en confiance pour développer son plein potentiel. Ainsi, lorsqu'Alexis entrera à la crèche, il aura toute l'assurance nécessaire pour vivre de nouvelles expériences et nouer ses premières amitiés. Alors, il y a des petites inversions, mais c'est pas grave, il paraît que le cerveau est flexible. Alors, je vais m'adapter. La première vidéo que vous avez vue, en tout cas, c'est bien de les voir. La première vidéo que vous avez vue nous démontre à quel point le cerveau émotionnel est immature jusqu'à environ 5-6 ans et l'enfant vit sa vie sans filtre. Ce qui nous amène à parler de la deuxième vidéo qui démontre l'importance de ces premières paroles, de ces liens d'attachement empreints d'émotion, d'affection vis-à-vis du tout bébé qui sont absolument nécessaires pour tisser ces liens. Et on voit ce lien qui, s'il est tissé serré, il va pouvoir s'allonger et presque à l'infini, mais pas tout à fait, pour petit à petit s'ouvrir au monde et nouer d'autres liens avec d'autres figures d'attachement dans le cours de la vie de l'enfant. Et tout ça démarre vraiment dès la toute petite enfance, dès la période in utero, lorsque l'enfant commence à être très présent dans la vie de ses parents. Alors, on a parlé d'immaturité du cerveau, on a parlé de flexibilité mentale, on a parlé de ce cerveau du bébé qui est comme une éponge, hein, il est ce que vous êtes vous, et ce qu'est sa mère et ses figures d'attachement. Donc l'importance de ces premiers liens est extrêmement fondamentale et vous êtes les premières actrices, les premiers acteurs, les premières actrices de cette relation d'attachement. Alors, je souhaitais donner 2 exemples que vous regarderez sur la chaîne YouTube parce que ce sera, sinon on rallonge le temps, la colère et les pleurs. D'après une étude qui a été réalisée par une Australienne qui est allée dans plus de 10 pays dans le monde, elle a observé, elle a l'oreille absolue, Priscilla Dunstan, elle a observé et écouté les pleurs de bébés dans une dizaine de pays. Et elle s'est aperçue que d'abord ces sons sont physiologiques et sont tous les mêmes pour exprimer les mêmes besoins. Il y a à peu près 9 sons, l'un qui vient signifier le besoin de se nourrir, l'autre signifier le besoin de câlin, le troisième le besoin de sommeil, etc.
Et jusqu'à à peu près 3-4 ans, c'est extrêmement intéressant, vous le retrouverez tout à l'heure, jusqu'à à peu près 3-4 ans, tous les bébés pleurent de la même manière pour exprimer les mêmes besoins, quelle que soit la langue maternelle parlée dans la famille. Et ça nous permet, ça nous donne quelques clés de lecture, bien sûr, il n'y a pas de recette, ça nous donne quelques clés déjà d'observation de ces bébés pour répondre à ces besoins et puis transmettre aux mamans qui peut-être sont certaines en difficulté pour bien observer leur bébé. Et vers 3-4 mois, les sons évoluent et la langue, la prosodie de la langue vient se caler sur la langue maternelle et sur la langue parlée dans la famille. Donc c'est extrêmement intéressant parce que vers 3-4 mois, les bébés vont exprimer des sons qui seront après très différents d'un pays à l'autre. Donc je vous invite à explorer... Pardon ? 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois. Je vous invite à explorer ce panneau dans l'exposition que vous allez voir dans le hall. Je vais vous montrer une vidéo sur justement les pleurs. Sarah veut grimper sur la table à langer, qui est malheureusement déjà occupée par un autre enfant. Contrariée, elle verse quelques larmes. Mais pourquoi les enfants pleurent-ils ? Le petit Olivier tente de consoler Sarah. Mais Sarah ne recherche pas du réconfort. Elle pleure pour une raison bien précise. En étant sensible et attentive, l'éducatrice peut mieux comprendre ce que Sarah veut communiquer par ses pleurs. Interpréter les pleurs d'un bébé ou d'un jeune enfant est parfois une tâche difficile. Cela peut devenir une source de stress et de préoccupation, tant pour les parents que pour les éducateurs. Lors des premières semaines de vie, les pleurs peuvent être imprévisibles et inconsolables, mais ils jouent un rôle important pour la santé et le développement normal du nourrisson. En y répondant affectueusement, l'adulte contribue au lien de confiance si important pour le développement de l'enfant. Après l'âge de 5 mois, les pleurs de l'enfant deviennent un moyen de communiquer ses intentions et ses désirs en attendant de pouvoir utiliser des mots. À travers ses larmes, Sarah communique simplement son envie de grimper sur la table à langer. En répondant avec patience et bienveillance aux désirs de Sarah, l'éducatrice la rassure et contribue à développer un lien de confiance. Sarah a retrouvé sa bonne humeur. Voilà, pour vous dire à quel point l'observation quotidienne à chaque instant du bébé ou de l'enfant est fondamentale. Évidemment, chaque enfant et chaque bébé est unique. Et là, par exemple, on pourrait penser que les pleurs sont dus à un manque d'attention, mais tout simplement, cette petite fille, elle voulait grimper sur la table à langer, elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Et voilà. Donc, c'est le rôle de l'observation, autant chez le bébé que chez l'enfant. Quand il n'a pas la parole, peut-être encore davantage, mais dans tous les stades de son développement est vraiment fondamental pour nous, professionnels du soin et de l'éducation. On a vu ces adultes qui accompagnent ces petits ou ces plus grands avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'affection. Pendant longtemps, on nous a dit gardons une juste distance avec les bébés, avec les jeunes enfants. Le cerveau de l'enfant, il se nourrit de cette relation affectueuse. C'est le rôle de l'ocytocine, de la dopamine dans le cerveau du bébé qui reçoit cette affection, cette bienveillance de la part des adultes qui est absolument, absolument fondamentale dès la période in utero. La bienveillance apaise, fait mûrir le cerveau et le prépare à nouer des liens et aborder évidemment des apprentissages dans les meilleures conditions, mais les apprentissages, ça c'est pour plus tard. Les récentes études en neurosciences nous disent que le cortex orbitofrontal, qui est le siège des apprentissages et de la mémoire, va être en difficulté de développement
si l'enfant ne reçoit pas suffisamment d'affection, si évidemment il y a de la maltraitance dans son entourage et si la bienveillance n'est pas suffisante. Donc on voit bien la corrélation entre le stress que peut ressentir un bébé et la maturation de son cerveau dans les années qui viennent, qui évidemment vont impacter sa trajectoire. Et ça, ce sont des études sur lesquelles on s'appuie et on travaille beaucoup aujourd'hui en interministériel, mais aussi avec d'autres pays, le rôle du stress dans le développement de l'enfant. Et le stress, évidemment, il passe par celui de la mère, il passe par celui du référent, du papa, mais aussi du professionnel qui s'intéresse à l'enfant quotidiennement. Être chaleureux avec un bébé, un enfant, permet à son cerveau de maturer, c'est ce qu'on vient de voir. L'ocytocine est sécrétée et bien sûr, ça permettra et ça encouragera le bébé à devenir empathique à son tour, sachant que tous les bébés, comme le dit Olivier Morel et beaucoup de spécialistes du cerveau de l'enfant, des neuroscientifiques, mais aussi d'autres experts, l'enfant naît naturellement empathique. Et ce sont les professionnels et les parents qui vont l'encourager à nourrir son empathie au quotidien. L'ocytocine permet l'empathie, qui permet la diminution du stress, fait grandir la confiance en soi, l'amour, l'amitié, la coopération, qui est évidemment un objectif majeur pour bâtir la société. Elles agissent évidemment, ces hormones comme l'ocytocine, la dopamine, agissent sur le comportement de l'enfant qui devient curieux, enthousiaste, empathique à son tour. Ça encourage la coopération, l'entrepreneuriat, la créativité. Bien entendu, sans confiance en soi et sans reconnaissance des talents et des bourgeons de compétences de l'enfant, c'est évidemment plus difficile d'avancer et d'être créatif dans sa vie. Alors, un petit mot sur le stress, mais ça, vous le retrouverez dans certaines vidéos. Tout ça se passe dans l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire et des apprentissages. On le disait tout à l'heure, et quand les adultes sont soutenants, tous les adultes à tous les stades du développement de l'enfant sont soutenants dans la petite enfance, le volume de l'hippocampe devient plus important. Ça, c'est fondamental pour préparer la trajectoire de l'enfant et notamment l'apprentissage à partir de l'âge de l'école. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos qui, chacune, en 2 minutes, décryptent un concept lié au développement de l'enfant. Quel que soit, que ce soit dans la période in utero et jusqu'à l'école. Et l'idée, c'est vraiment de partager les connaissances pour parler un langage commun, comme on le disait tout à l'heure, et puis aller voir l'exposition là-bas, qui est la petite exposition, et on verra le grand volume de l'exposition au Salon Baby, qui sera le premier week-end d'octobre. Mais vous avez déjà beaucoup de renseignements sur le site Internet. Vous pouvez nous contacter, devenir aussi membre de l'association et faire un don pour que l'ensemble des ressources restent gratuites. Sur notre site internet, vous avez une petite loupe. Vous écrivez adhésion et vous pouvez rentrer sur le formulaire d'adhésion si vous souhaitez devenir membre de l'association. Et vous dire que dans la grande exposition, il y a un panneau sur le pot à pot qu'on verra donc en octobre. Mais d'ici là, en province, l'exposition se promène. Merci beaucoup à tous et au grand plaisir de vous retrouver tout à l'heure.